Bonjour à tous et bienvenue dans les tutos du tuto. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite capsule vidéo, pour, ajouter quelques petites explications concernant le cours sur les transports membranaires. Donc c'est dans la matière biologie cellulaire et vous retrouverez différentes capsules puisque je vais en faire, d'autres sur différents cours. Donc voilà, on va passer, directement au sujet de la vidéo. Donc premièrement, on va aborder un petit rappel, quelques petites notions de base pour bien comprendre la suite. Et donc, on va aborder la classification des transports membranaires. Donc, il y a trois types de transports membranaires. Le premier étant le transport passif sans perméase. Donc, c'est un transport qui est souvent qualifié de diffusion simple. Il ne consomme pas du tout d'énergie. Ce sont en majorité des petites molécules et ça va toujours dans le sens de gradient du gradient de concentration. Pardon. Donc voilà, ça c'est très important. C'est vraiment un micro résumé de tout ce qu'il faut savoir dessus. C'est assez important. Il faut bien le connaître. Le deuxième type de transport membranaire, c'est le transport passif, mais cette fois-ci avec une perméase. Donc là, on a les solutés qui vont passer via un canal. Ça va toujours pas nécessiter d'énergie puisqu'on est dans le transport passif. Ça va être toujours pour des petites molécules, mais ça peut varier. Et c'est toujours dans le sens du gradient de concentration. Donc on voit qu'il y a pas mal de points communs entre le transport passif sans et avec perméase. Et enfin, le dernier transport, c'est le transport actif avec perméase. Et donc celui-là, il est un peu différent. Il utilise un transporteur, donc ça peut être une perméase, on va le voir par la suite, mais ça peut aussi être autre chose. C'est un transport qui a besoin d'énergie. On va le voir aussi, il utilise en majorité l'ATP pour avoir l'énergie de transporter les petits solutés. Donc ce sont des petites et des plus grosses molécules et ensuite le gradient de concentration, et ben, ce transport va aller contre ce gradient. On va voir, par la suite. Et donc, si on veut regarder un peu les points communs, les différences, donc on voit que dans les transports passifs, à chaque fois, ça ne nécessite pas d'énergie, ce sont en général des petites molécules, et c'est toujours dans le sens du gradient de concentration. Et ensuite, on voit que dès qu'il y a une perméase, on utilise un canal, c'est-à-dire que ça ne va pas diffuser tout seul, on va voir sur le schéma juste après. Et le transport actif, eh ben en fait, pour tout le reste, c'est un peu le contraire de tous des transports qu'on a vus juste avant, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'énergie, petites et grosses molécules, et contre le gradient de concentration, ça c'est très important. Donc ça, c'est un petit schéma. Je m'excuse pour la qualité, j'ai pas réussi à trouver mieux, mais voilà, il faut faire avec. Mais donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu le concept de tout ça. Donc en gros, on a le gradient électrochimique. Ça, c'est une notion très importante, vous avez dû voir en biophysique. Et donc, vous voyez que on peut ne pas avoir la même concentration en soluté d'un côté de l'autre. Par exemple, ici, on n'en a que 3, ici, on en a une dizaine, une quinzaine. Et donc, en fait, on va vouloir faire passer cela de ce côté-là. Et donc, on va utiliser les différents transports qu'on a vus juste avant, et on va les relister juste là. Ce qui est très important, c'est qu'il y a 2 manières pour, une cellule de contrer et de rétablir, l'homéostasie. C'est-à-dire qu'il y a la même concentration en soluté d'un côté que de l'autre. On parle beaucoup de concentration. Et donc, si vous voulez, il y a 2 moyens. Le premier moyen, c'est de venir amener des solutés de ce côté-là, afin qu'ici, il y en ait 10 et ici 10. Voilà, on va rétablir l'homéostasie dans ce sens-là. Et l'autre moyen, c'est qu'on ait la même concentration. Bah, si par exemple ici on en a 3 pour 3 millilitres, et ben ça fait 1 par millilitre. Et donc ici, si on en a 15, il faudrait qu'on ait 15 millilitres. Et là, par exemple, si on a 3 pour 3 millilitres et 15 pour 3 millilitres, ici le milieu est beaucoup plus concentré. Et donc on va venir amener de l'eau dans ce sens-là pour venir diluer cette partie-là et que la concentration redevienne égale à 1 soluté par millilitre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment juste une image, c'est pas du tout scientifique, avec des valeurs et cetera, mais c'est juste pour vous imager. Et donc là, on a à nouveau un petit listing de tous les transports qu'on a vus avant. Donc le transport par diffusion simple, celui-là, c'est le plus simple, pas d'énergie, vous voyez qu'il traverse la membrane sans rien, il se débrouille tout seul. Et donc ça, souvent, les petits solutés qui vont traverser, c'est des solutés qui sont phobes. Voilà, donc en fait, c'est des solutés qui, ont tendance à plutôt se lier, et à être, libres dans, les milieux, lipophiles du coup, donc avec des lipides. Et là, en fait, on voit que la membrane, elle est composée, on a les 2 feuillets avec les têtes à chaque fois qui sont polaires, donc hydrophiles, et on a au milieu, l'espace à l'intérieur de la membrane qui est hydrophobe, avec les queues des lipides qui sont apolaires. Et donc ces petits solutés, ils vont devoir traverser cette membrane qui est à l'intérieur apolaire. Et donc ce sont en majorité des solutés apolaires et donc hydrophobes. Voilà. Ensuite, on a les protéines canales.
Donc ça, c'est les perméases, c'est ce qu'on a vu aussi juste avant. Et donc on a le soluté qui va pouvoir traverser. Et donc si ici, on part du principe que ce sont en majorité, attention parce que tout peut arriver, des solutés qui sont hydrophobes, ici ça va être plutôt des solutés hydrophiles. Et donc on va les faire traverser, comme ça ils n'entrent pas en contact avec ces lipides et tout se passe très bien. Et enfin, on a le transport actif. Et donc ce transport actif, il va nécessiter de l'énergie pour aller contre le gradient de concentration. On voit ici que le gradient de concentration, il est dans ce sens-là. Tous les transports passifs suivent ce sens, et le transport actif, il va dans le sens contraire. Et donc voilà, on va voir quelques petits exemples juste après. Donc on a des petites particularités. Par exemple, le transport, de canaux ioniques ligand dépendants. Et donc en fait, ce sont des canaux ioniques qui vont s'ouvrir uniquement avec un ligand. Par exemple, on peut penser aux récepteurs, nicotiniques, en majorité dans le cerveau, et donc ces récepteurs nicotiniques, ils vont permettre de lier un ligand qui est donc, l'acétylcholine, qui va se lier ici et ça va permettre d'ouvrir et de faire rentrer le sodium. Donc là, par exemple, typiquement un récepteur nicotinique canal. Et ensuite, on a d'autres types de récepteurs qui sont avec des liaisons aux protéines G. On verra dans une autre capsule vidéo que les protéines G, elles ont différentes sous-unités et qu'une sous-unité, en étant activée, va venir se déplacer et en se déplaçant, va pouvoir se fixer sur un récepteur et donc un canal, et ce qui va permettre d'ouvrir ce canal. Ensuite, on a un autre type de transport. Ça, c'est toujours dans le transport actif, et donc on a le transport actif primaire et secondaire. Donc on va voir un peu ce que c'est. En gros, le transport actif primaire, il va utiliser directement de l'ATP, comme c'est noté ici. Il va aller contre le gradient de concentration du sodium et du potassium. Ici, c'est un antipore. Je ne redétaille pas forcément cette notion, mais un antipore, voilà, c'est simplement deux solutés qui vont dans des sens opposés. Ici, par exemple, c'est un sympore dans le même sens. Voilà. Et donc, on va avoir utilisation de l'ATP qui va faire sortir du sodium et en faire entrer du potassium. Ça, c'est le transport actif primaire. Et ensuite, le sodium, une fois qu'il est dehors, eh ben, il va pouvoir à nouveau rentrer par un autre canal. Et cet autre canal, il va permettre de faire rentrer du glucose en même temps. Donc ça, c'est assez important. C'est extrêmement utilisé, par exemple, dans les intestins. On va faire rentrer du sodium et du glucose, c'est un sympore. Et donc en fait, c'est un transport actif secondaire. Il ne va pas utiliser directement l'ATP, mais il va utiliser l'ATP qui a été consommé pour aller contre le gradient de concentration du sodium, pour que le sodium retourne à l'intérieur de la cellule en suivant son gradient et en emmenant avec lui une molécule de glucose. Voilà. Là, on est toujours au niveau de l'intestin. Et donc, on a par exemple le transport qu'on vient de voir juste avant, SGLT1, donc avec le glucose et le sodium qui sont en symport. Donc ici, il faut imaginer un autre transporteur qui va venir faire sortir le sodium contre son gradient pour qu'il puisse à nouveau rentrer. Là, on a une autre liste de transporteurs que la prof n'a pas trop détaillé. Et ici, c'est le transport CFTA. Donc ce transporteur-là, par exemple, il est muté dans la maladie de la mucoviscidose. En fait, ce transport, il va mal fonctionner dans la mucoviscidose. On va avoir pas assez de chlore qui va pouvoir sortir et créer le mucus. Donc on va avoir un mucus qui sera visqueux, épais, et ça peut causer différents problèmes. Mais vous aurez l'occasion de le revoir. Et donc là, on voit qu'on va avoir différentes réactions chimiques au sein de la cellule qui vont créer des ions qui vont pouvoir être utilisés pour ces différents transports. Donc c'est la fin de ces capsules vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, surtout s'il y a des notions que vous ne comprenez pas ou que vous aimeriez avoir des éclairages dessus, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo et vous pouvez également envoyer un message sur le forum Epion. L'équipe de tuteurs vous répondra directement là-bas.